Salut tout le monde, je suis Christian Dion et je vous souhaite la bienvenue au podcast agricole du Québec. Bon, je vais être enfin en mesure de revenir à une programmation plus régulière maintenant que la période des sucres est maintenant derrière nous. Je vais sûrement justement faire un podcast spécial avec quelques producteurs un peu partout au travers de la province pour faire un bilan de la saison 2021. À suivre. Dans un autre ordre d'idée, je vais bientôt lancer une page Patreon. Qu'est-ce qu'une page Patreon ou Patreon? C'est un abonnement sur une base volontaire qui va me servir à payer des frais de production puis aussi des équipements que j'ai dû acheter pour faire des podcasts. Il va y avoir, bien entendu, des podcasts spéciaux qui seront exclusifs aux membres Patreon. Dans ce podcast-ci, on est dans le soft. Je présente des gens qui nous parlent d'eux, puis on est aussi dans l'intemporel. Ce qui veut dire qu'en principe, dans 4 ans, par exemple, le podcast risque de ne pas trop vieillir. Dans le Patreon, je vais aller un peu plus vers l'opinion et le temporel. Des réactions suite à des articles de journaux ou encore des bouleversements majeurs dans le marché des grains, par exemple. Fait que je suis en train de tout remettre ça en place, puis c'est à suivre, ça aussi. Bon, ben, je suis maintenant rendu à vous présenter mon invité de la semaine. Pour la première fois, ben, j'étais avec quelqu'un que je ne connais pas. Il m'a contacté via le Messenger de la page Facebook des podcasts agricoles du Québec. Puis on va parler des animaux aussi. Ça aussi, c'est une première pour mes podcasts. Donc, je vous présente Jean-Philippe Jolin de la ferme Caprijol de Saint-Gervais de Bellechaste. Salut Jean-Philippe. Salut Christian. Ça va bien? Très bien, très bien. Good, good. Hey, bon, tu connais un peu la formule. Tu vas nous parler un peu de toi. Où c'est que tu es venu au monde, tes études, puis où c'est que tu es rendu aujourd'hui. Ben oui, ça va me faire plaisir. Merci de me recevoir. Ça fait bien plaisir. C'est ça, Jean-Philippe Jolin, j'ai 33 ans, puis je suis la seconde génération sur la ferme ici, Caprijol, à Saint-Gervais de Bellechasse. Nous autres, on est une ferme de chèvres laitières depuis 2000. Moi, plus précisément, j'ai fait mon ITA à la Pocatière, j'ai terminé en 2007. Et puis après ça, avant de m'installer, là, m'accrocher après à la ferme, là, disons, j'ai fait voyager une couple d'années. Et puis en 2010, je me suis installé, puis j'ai commencé à travailler à temps plein sur la ferme. Puis j'ai pas lâché depuis ce temps-là. Je dirais que depuis à peu près cette année-là, là, 2010, c'est pas mal moi qui gère la business ici. Depuis 2018, par contre, ma conjointe est copropriétaire. Puis, ben, ça fait 8-10 ans là, qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble à la ferme, là, mais on est rendu propriétaire à deux là, depuis 2018. Fait que mes parents sont encore pas loin. En Hey, fait, ils habitent en face. Fait qu'ils peuvent venir donner un coup de main presque à tous les jours, ou du moins quand ils sont là et disponibles. C'est très, très apprécié, presque nécessaire encore. ben oui, ben oui. Mais ça leur permet quand même de profiter d'un peu d'une pré-retraite, là, tout en restant actif. OK. Fait que c'est ça mon histoire. Puis la ferme en tant que telle, comme j'ai dit vite, on avait des vaches dans le temps, là, en 2000. Puis mes parents, c'est eux qui ont fait le choix d'aller vers la chèvre laitière, là, après avoir lu un article dans une revue quelconque OK. d'autres producteurs de lait de vache qui avaient vendu puis à ce moment-là, le MAPAC des producteurs, parce qu'il y avait une demande pour le lait de chèvre, il n'y avait pas assez de lait sur le marché. Fait que l'engouement était là. C'était un bon timing. Mes parents se sont lancés là-dedans pour le défi, mais aussi parce qu'ils aimaient bien. Ma mère aimait beaucoup mieux les petits animaux que les grosses vaches. Puis mon père aimait la gestion d'entreprise, pas mal, peu importe l'animal qu'il y avait dedans, là. Fait que, ils se sont mis à table, ils ont fait des calculs, puis quand ils ont vu que ça pourrait être une bonne voie, ils ont sauté là-dedans. Fait que, ils ont vendu les vaches, puis on a acheté nos 70 premières chèvres en 2000. Puis tranquillement, là, année après année, on grossissait. L'objectif au début de départ, c'était 400 chèvres en lait. OK. Ça a été atteint, je dirais, en 5 ans. Puis après ça, ben, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'ouvrage. Ça prendrait un employé, mais là, pour ça, on a rajouté 100 chèvres en lait. Puis comme ça, là, à peu près à tous les 2-3 ans, on rajoutait une centaine de chèvres, on agrandissait, je me bâtissais une nouvelle grange. L'année dernière encore, on a détruit une vieille grange pour en rebâtir une nouvelle. Ah Puis ouais. là, aujourd'hui, on est rendu à 8 chèvres en lait, plus la relève, donc un troupeau de 1400 têtes environ.
Et tabarouette, Fait que c'est l'histoire. Ouais. les nouvelles qu'il y avait eu dans les On n'a pas, dernières on n'a années, pas. les nouvelles qu'il Oui. y avait eu dans les dernières années, là, il y avait des acheteurs qui arrêtaient d'acheter du lait de chèvre. Il me semble, là, c'était-tu un peu ça? Ça doit avoir mis une méchante pression négative sur l'entreprise, le veut pas, là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Bon, qu'est-ce qui arrive avec la production? Ça doit travailler dans le coco pas mal, là. Ouais, je te dirais qu'à ce moment-là, on a passé un petit mois parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça, là, mais on a passé une couple de mois, mettons, là, avec un niveau de stress assez élevé là, dans l'étable, ça se ressentait. Là, on avait de la misère à se regarder. Tu sais, c'est une ferme familiale, fait qu'on travaille tout Ouais. ensemble. Puis, le moral était bas, on avait quasiment de la misère à se regarder là, en face quand on se croisait. Fait que ça a été tough, là, ça fait une couple d'années de ça. Et puis, mais ça s'est replacé. Il faut dire que dans Chèvre, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de filet de protection. C'est le libre marché. Donc, ça va avec l'offre et la demande. Puis, c'était pas notre première crise depuis 2000. Là. Ouais, Dans ouais, les ouais. années 2007-2008, il y a déjà eu des difficultés un peu comme ça. Mes parents en avaient vu d'autres. Là, c'est cyclique. Fait que, OK. on a quand même tenu bon. Là, puis, là, je te dirais que cette année, depuis un an ou deux, là, ça s'est replacé pas mal. Puis, si on regarde là, dans l'horizon, là, je pense qu'on est bien parti là, pour plusieurs années là, où ce que ça va bien aller. La demande est très forte. Là. Fait que, Puis t'as combien, tu fais affaire avec combien d'acheteurs pour ton lait de chèvre? ben, moi, précisément, je fais affaire avec deux, là, mais un gros principal qui est Saputo, qui OK? est lui, là, c'est lui-même là, qui a créé le problème il y a 2 ans là, en disant tout haut qu'il allait arrêter de prendre le lait au Québec. Là. Puis c'est le plus gros acheteur au Québec de lait de chèvre. Il prend à peu près la moitié du lait de chèvre qui se produit. OK. Fait que, mais chaque producteur fait un peu. Dans le fond, on a des contrats avec des acheteurs. On peut en avoir seul contrat ou plusieurs contrats avec plusieurs acheteurs. Ça fonctionne un peu comme ça. Là. C'est différent du quota, là, disons. OK. Puis toi, c'est l'usine qui te paie le lait. Il passe pas par, mettons, dans le lait de vache, bon, ben, c'est livré à l'usine, mais c'est l'UPA, la Fédération des producteurs de lait, les producteurs de lait du Québec, excuse, qui paye le producteur, là. Toi, c'est l'usine Ouais, qui te paie? ouais, exactement. Nous autres, c'est OK. direct. Donc, il y a moins de. C'est ça, on n'a pas de fédération qui nous gère tant que ça. L'usine nous fait le chèque du lait, puis c'est à nous aussi de se débrouiller pour le transport. Ça, c'est un autre défi de la production. Chaque OK. producteur doit se débrouiller pour le transport. Nous autres, la façon qu'on fonctionne, dans mon coin, on a une run de lait, là, un camion, un forfaiteur qui fait du lait de vache le reste de la semaine, mais 2 fois semaine, il transporte du lait de chèvre. Fait qu'il fait 7-8 producteurs, puis il va livrer à l'usine de Saputo. OK. Fait que, Est-ce que tu es ouais. où, l'usine de Saputo? Il y en a une à Saint-Raymond-de-Portneuf, puis il y en a une aussi à Plessisville, si je ne me trompe pas. Là. Donc, le lait part d'un bord ou de l'autre. Là. OK. Mais Saputo, en fait, c'est le plus gros acheteur de lait de chèvre au Canada. Puis je me demande si c'est pas en Amérique du Nord. Parce qu'au Canada, en Ontario, il y a une couple de grosses usines aussi, puis il prend au-delà de la moitié du lait de chèvre. Ah oui, tant que ça. Puis, pour ce qui est du lait de chèvre, bon, tu produis à peu près combien de litres dans une année? Cette année, on devrait atteindre le 800 000 litres de lait produit avec mes 800 chèvres. Donc, calcul vite fait, là, c'est à peu près 1000 litres par chèvre par année. Tabarouette. Puis, c'est combien le taux de gras à peu près dans le lait de chèvre? Ouais, souvent le monde pense que le lait de chèvre est comme plus riche, mais en réalité, les taux moyens de gras et de protéines sont plus bas que dans le lait de vache. Là. Donc, OK? la moyenne va se situer peut-être à 3,8 de gras, puis 3,4, 3,3 de protéines, 3,3, 3,4. Et puis, mais ici, on réussit à atteindre presque 4 de gras en moyenne et 3,4 de protéines. Donc, c'est pour ça, avec des meilleures composantes aussi, on est capable d'avoir un prix un peu meilleur. OK. Parce que le lait de chèvre, à part que d'être transformé en fromage, y a-t-il d'autres choses? Il y a des savons, mais je veux dire, du lait de consommation de chèvre, me semble que j'en vois pas à l'épicerie. Ou peut-être Ouais, que je mais le il y garde en pas à a. bonne place.
Ouais, souvent, il va être dans les aliments naturels ou il ne sera pas à côté des litres de lait de vache là, parce que c'est pas la même clientèle, là. OK, OK. C'est des aliments plus santé, là. Fait que, il y en a dans la plupart des épiceries, là, mais sinon, des fois, il suffit de le demander. Mais il y a principalement deux compagnies là, qui en fournissent dans les grandes épiceries, là, soit Liberté, puis la laiterie Chalifou. Donc, ça va être les deux sortes de lait, mais le lait à boire, il est intéressant là, au niveau digestibilité. Là. Il est plus facile à digérer là, pour la plupart du monde. OK. Par contre, son défaut, c'est que le lait de chèvre, il vieillit comme un peu un fromage de chèvre, là. Donc, si le lait de chèvre n'est pas très frais, il va ressortir le goût là, qu'on peut retrouver dans un vieux fromage de chèvre, là, ce qui est moins intéressant là, quand tu prends un verre de lait. OK, ben j'avais déjà acheté ça une fois, un 2 litres de lait de chèvre pour y goûter. Puis j'ai pris une gorgée puis je ne l'ai pas avalé. Non, tu sais, moi, je n'ai jamais vraiment acheté du lait de chèvre ben, j'ai déjà goûté, là, mais du lait de chèvre de magasin. Mais par contre, si je prends mon lait de chèvre dans mon bol de tank le matin, c'est frais, là, ça n'a pas de goût, là, puis tant qu'à moi, c'est meilleur, là, c'est moins lourd que le lait de vache, là. Ah, Mais tu sais, il faut probablement, qu'il soit frais, probablement. c'est ça, là. OK. Ouais. Ça vieillit mal, là, mettons. Ouais, c'est ça. Dans le fromage de chèvre, c'est ça qu'on veut, par contre. Tu sais, on veut qu'il se développe un goût. En tout cas, ça dépend chaque personne, mais en général, les fromages affinés, on veut qu'ils développent la saveur, là, le goût typique là, des fromages de chèvre. Là. Fait que OK. ça, c'est recherché. Question de même. Je connais, tu sais, vous en êtes sûrement rendu compte, là, je connais rien là-dedans, là. Ça t'arrive-tu de chez vous de faire des bâches de fromage? Comme qu'on voit une infirme laitière? Ouais, ouais, moi, je peux m'en faire. Ma blonde a suivi un petit cours de fromagère. Moi, OK? j'en faisais un petit peu aussi. On s'en fait là, sur le rond de poêle. Là. C'est une petite recette, là, dans le fond. Là. C'est bien simple. Puis, fromage frais comme ça, là, à tartiner de chèvre, là, c'est excellent. Là. OK, tu fais pas de fromage en crotte, là. Ben non, on peut en faire, mais j'en fais pas. Mais tu sais, parlant de fromage, justement, une des particularités ici à la ferme aussi, c'est qu'on vend les produits à la ferme. On a un Ah kiosque oui? libre-service au chemin. Donc, c'est un conteneur maritime qu'on a modifié là, comme une petite section entrepôt. Puis l'autre section, ben, les gens rentrent. On a des frigos, des congélateurs pour la viande, des frigos pour le fromage. Et puis, ils choisissent les produits qu'ils veulent, ils payent eux autres mêmes, puis ils retournent chez eux, là. Fait qu'on a, on fait faire du fromage avec notre lait OK? euh, par une fromagerie, la fromagerie du terroir de Bellechasse, là, qui est pas loin de chez nous. Fait qu'on fait faire du fromage à forfait. Wow! Fait que ça permet de mettre en marché quelque chose de plus que juste du lait pour ça plutôt. Ben oui, puis tu as de la viande aussi, fait que j'imagine que tous les petits mâles que tu les engraisses-tu pour la viande? Non, quelqu'un d'autre les engraisse, là, c'est pas. On manque de place pour ce créneau-là. Là. Ça serait plusieurs mâles là, dans une année. Mais la viande que je vends, ça va être plutôt, mettons, une chevrette qui colle pas, comme on dit, là, ou qui est pas capable de tomber gestante. Là, donc, elle ne pourra jamais produire de lait. Donc, un animal OK. pas trop vieux, mais qui est bon pour la viande. Fait qu'on va la faire débiter dans le coin, puis à forfait, puis on va la vendre. Puis on vend aussi un produit qui est unique au Québec, c'est le dulce de leche. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, ben j'ai connu c'était quoi avec l'émission Un chef à cabane, là, parce que je savais pas. Tu vois, chez Chocolat Favori, de Litchi, je demande à ma blonde, c'est quoi ça? Ben c'est ça. Ben oui, mais c'est quoi ça? Là, c'est Ouais, comme du lait ben en fait, condensé sucré, puis exact. c'est ça. C'est pas. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est des saveurs de dulce de leche. Là. Nous autres, c'est le vrai. Là, la recette vient d'Amérique du Sud. Puis on a Oui. même un chaudron spécial qu'on a importé, là, un gros chaudron de 1000 litres là, qui sert à faire évaporer, un peu comme du sirop de on va faire évaporer l'eau qu'il y a dans le lait pour le concentrer, puis on rajoute du sucre, puis ça donne un caramel là, de lait. Là. Puis ça, c'est un produit unique, puis on le vend un peu partout au Québec, là, dans les fromageries, boulangeries, épiceries fines, puis ça pogne pas mal, mettons. C'est très bon. Ben, nous autres, à Cabane à sucre, on fait du caramel, puis dedans, il faut rajouter du lait condensé sucré, du Eagle Brand là, qu'on achète à Ouais, l'épicerie. Là. Ah ouais, ouais, hey, c'était intéressant, tabarouette, ça, un kiosque à la ferme de même. Je pense que ouais. je vais essayer d'organiser un petit trade en auto là, l'été prochain. Je vais aller voir ça, certain. Ça m'intéresse. T'es bienvenu. T'es bienvenu. Puis de la viande de chèvre, j'ai jamais goûté à ça non plus.
J'ai déjà goûté à de la Ouais, viande d'orignal, mais pas à de la viande de chèvre. Puis c'est c'est bon, c'est-tu plus maigre, c'est tendre? Comment est-ce que c'est? c'est ouais, c'est assez maigre comme viande, là, surtout parce que moi, j'ai des races laitières, là, fait que ça n'a pas beaucoup de gras à Non, l'intérieur, ouais. là. Puis, mais la viande de chèvre, c'est la viande la plus mangée dans le monde parce que les chèvres, il y en a partout dans le désert, dans les montagnes, sur tous les continents. Fait que c'est super bon. Moi, je trouve personnellement que c'est moins goûteux même que l'agneau. L'agneau, des fois, tu peux pogner un morceau, tabarouette, ça goûte quasiment à laine, là. Mais la chèvre, moi, je trouve que ça a un petit goût, mais vraiment pas trop fort. Puis en général, là, tout le monde qui goûte à la viande de chèvre apprécie ça, là. Il suffit de savoir la cuisiner, là, étant donné que c'est très maigre, là, tu ne fais pas cuire dans une poêle là, parce que ça va être raide comme une semelle de botte. Fait que, il faut s'émailler, disons. OK. Là, ça me fait penser justement, j'avais écouté de l'émission sur Apple TV qui s'appelle Long Way Down. C'était avec Ewan McGregor puis Charlie Barman. Ils sont partis, eux autres, dans le fond, du nord de l'Écosse, puis ils s'en allaient jusqu'en Afrique du Sud en moto. Puis justement, en passant dans l'Afrique, à un moment donné, ils étaient arrêtés à quelque part, puis il y avait du monde avec eux autres. Il y avait une chèvre, il n'y en avait rien qu'une. Elle a fini dans le ventre du monde. Ouais, ouais, il y a beaucoup de pays plus pauvres, justement, ils ont à peu près ça, juste ça, là, une coupe de chèvre. Là, c'est l'animal de subsistance parfait parce que ça mange tout, en fait. Là, ça mange n'importe quoi. C'est pas difficile. Ben, c'est pas difficile dans le sens que une chèvre va se débrouiller avec n'importe quoi, là, mais nous, à la ferme, si on veut qu'elle soit hyper productive en lait, ça prend des aliments vraiment top-notch, puis tu sais, Oh, ouais. la bonne recette, là, un peu comme dans la vache. C'est sûr, comme une chèvre de montagne, on s'entend que c'est elle est pas dans un champ de foin là, quand elle est dans un flanc de montagne. Là. Non, non, elle survit bien, mais elle produit pas 1000 litres par année. Non, non, elle n'a pas été conçue pour ça non plus. Non. Ah, et puis toi, tu dois avoir des terres, j'imagine, ou tu achètes ton foin, qu'est-ce que tu fais? Un peu des deux. On a pas OK. grande terre, là. Je te dirais qu'on concentre nos énergies là, beaucoup dans l'étable, là. C'est là qu'on fait notre revenu. On a à peu près 80 acres là, en culture de foin. Une érablière qu'on n'exploite pas là, parce que le temps des sucres arrive en plein dans le temps des bébés là, pour nous, là. Ah Donc, ouais. ça fonctionnait pas. Et donc, on fait du foin l'été, là, on fait 3 coupes de foin, puis on achète ce qui nous manque, dans le fond, là. Donc, un été que ça va bien, il en manque pas trop, mais les dernières étés, mettons, il a fallu en acheter pas mal, là. Fait que, mais c'était pas, c'est moins dur que de le faire, là. Fait que moi, pour moi, c'est pas un problème. Puis c'est quoi que tu mets dans ton foin? Quelle sorte de plante que tu as? De la luzerne, du trèfle, du mil? C'est quoi ton foin est composé de quelle plante au juste? Ouais, j'essaie de faire un beau mélange là, entre la luzerne, le mil, la fétuque depuis une couple d'années, là, parce qu'avec les sécheresses, pas mal la seule graminée qui résiste bien, là. Du brome, mais la principale légumineuse, c'est la luzerne. On a des terres plutôt graveleuses, là, sèches ici, là, puis la luzerne, elle résiste bien ici, là, elle performe bien. OK. C'est plus ma graminée là, que je trouve, je cherche encore la bonne recette, là. Elle a tendance à disparaître dans le milieu de l'été, là, puis réapparaître à l'automne. Fait que, mais le bon point pour mes chèvres, là, c'est ça. C'est un beau mélange, là, disons 50-50. Puis on fait des grosses balles carrées, semi-secs, enrobées. Puis on sert ça avec la moulée là, cubée qu'on achète de la meunerie. OK. Puis là, la moulée, on s'entend avec le prix du grain, ta moulée, elle doit monter de prix pas mal aussi. Ouais, ouais, comme tout, cette année, tout a monté pas mal, mais le grain a monté pas mal. Mais c'est moins pire que le grain direct parce qu'il y a beaucoup de sous-aliments, des sous-aliments, c'est ça qu'on dit, dans la moulée, donc de la drèche, puis Les ça monte sous-produits? aussi, là, mais des fois, comme l'écaille, les sous-produits, exact. L'écaille de soya, beaucoup, là, ça l'a monté, mais moins que le soya direct ou le maïs direct. Fait que, oui, ça affecte, c'est sûr, cette année, là, mais c'est pas encore trop alarmant pour nous, malgré qu'on dépense énormément de moulée là, pour le troupeau, là. Malgré que chaque chef ne pas manger tant de moulé que ça versus le foin. Ça peut-être une grosse partie de leur alimentation, j'imagine. Ben, je te dirais que
La façon qu'on soigne ici, là, c'est on vise la performance laitière. Là. Fait que quand on veut qu'ils démarrent bien en lait et qu'ils produisent un maximum là, dans les premiers mois, ce qu'on donne, c'est de la moulée à volonté avec la paille. Il n'y a même pas de foin. OK? Fait que je te dirais qu'ils en mangent quand même pas mal de moulée dans une année là, dans le troupeau. Là. Puis, mais c'est ça. La moulée, là, elle va amener absolument tout ce qu'elle a de besoin là, en termes d'énergie, de protéines. Puis la paille est juste là vraiment pour faire marcher le rumen comme il faut. Fait OK, qu'elle OK. elle va faire le Ben, ça piquant prend de dans la le rumen, fibre. elle va faire ruminer les chèvres. Exactement. Elle va faire de la fibre. Fait que c'est la façon qu'on fonctionne, nous autres ici, là, entre autres parce qu'on n'a pas assez de foin de toute façon. Puis c'est par simplicité, là, c'est pas mal plus facile de caler une vanne de moulée que de trouver la bonne vanne de foin. Là. Fait Ouais, que ouais. c'est un peu un choix. Là. Mais ça fonctionne bien de cette façon-là. Là. Tant que la moulée n'atteint pas encore d'autres sommets, là, on verra à ce moment-là. Puis, avec le nombre de têtes que tu as, 1400 têtes au total, ça doit produire quand même un pas pire tas de fumier. Est-ce qu'il faut que tu l'exportes à l'extérieur de la ferme? Oui, exactement. Vu qu'on a juste 80 acres, tu as vite compris qu'on n'étend pas tout ça sur nos champs, là, Ouais, ouais. mais on exporte quasiment le trois quarts de notre fumier. Là. Il y a un gars de forfait dans notre coin qui a bien grande terre, puis il est très heureux de recevoir notre fumier. Puis nous autres, ben, on est très heureux de ne pas y toucher, puis qu'ils disparaissent. Là. Fait que, je te dirais que dans notre région, on n'est pas encore au point où est-ce qu'on peut le vendre, notre fumier, mais je pense que dans les futures années, là, ça va venir. Là, tu sais, ça a une très bonne valeur fertilisante, en plus d'être super riche en matière organique. Tu sais, c'est rien que la paille. Là. Fait que ça fait monter la matière organique très rapidement du bon fumier solide de même. Là. Fait que je suis confiant que dans d'ici quelques années, là, je vais réussir à le vendre. Là. Peut-être pas pour faire un gros revenu de ça, mais au moins pour une petite prime, une petite valeur ajoutée à la ferme. Ouais, c'est sûr que d'un autre côté, s'ils ne chargent rien pour aller le chercher, c'est quand même un bon plus. Tu n'as pas besoin de payer Oui, pour ouais, c'est ça l'épandre pour non le plus. moment. Exact. Pour le moment, je ne vais pas à me plaindre. Je vais juste être heureux le jour où quelqu'un va m'offrir de l'argent pour. Puis, ton coût de production, ça ressemble à quoi? Tu sais, on parle de prix du marché versus ce que ça te coûte. Mettons, un litre de lait va coûter X à produire à peu près. Ouais, c'est ça, ça va varier, c'est sûr, là, avec justement des années comme cette année, puis d'autres années où c'est un peu mieux, là, mais je te dirais, tu sais, le prix de base du lait qu'on vend, c'est une et une, OK? 1 une scène le litre. Puis nous autres, avec nos composantes, on réussit à aller chercher en moyenne là, 1,10 1,11 Puis ça coûte à peu près 90 cents à 1 le litre à produire. Là. Fait que, ça fait quand même une entreprise qui est rentable là, pour nous autres. Mais je te dirais que la clé de la rentabilité là, dans la chèvre laitière, c'est le volume. C'est bien dur d'avoir une entreprise de chèvre laitière rentable à 100, 200 chèvres en lait. Ça ne fait pas assez un gros chiffre d'affaires là, parce qu'il y a plusieurs coûts fixes là, qui sont Ouais. dilués dans le volume, là, que moi ou une ferme de 100 chèvres, on a à peu près les mêmes coûts fixes. Fait que, c'est vraiment là, qu'on va aller chercher l'efficacité. Là, il faut s'équiper puis il faut être capable de gérer un grand nombre de chèvres là, pour réussir à en faire une entreprise là, qui est vraiment rentable. OK. Puis ensuite de ça, es-tu dans. Vu ton âge, j'imagine que tu es sûrement dans la relève agricole. Oui, oui, oui. Depuis que j'ai fini l'école, en fait, là, même un peu avant peut-être, là, mais j'ai participé là, à Relève agricole de Bellechasse, c'était ici, là, j'ai même fait partie du CA pendant quelques années. Maintenant, je suis membre de la FRAC, mais moins actif, là, disons. Là. Après mon passage à Relève agricole, j'ai fait un petit passage aussi dans notre association des producteurs de lait de chèvre du Québec. Là. Donc, j'ai été sur le OK. CA de ça aussi pendant quelques années. Puis maintenant, ben, j'essaie toujours de m'impliquer dans quelque chose. Là. De ce temps-ci, je suis plus dans un autre organisme. Là. C'est au niveau du code des bonnes pratiques là, dans la chèvre laitière. Donc, c'est un code canadien. Chaque production animale a son code, puis celui de la chèvre est en train d'être renouvelé présentement. Fait qu'on a comme un OK. comité canadien. Fait que on se rencontrait en vrai avant. Maintenant, on se rencontre devant notre ordi. Là. C'est une autre chose, mais c'est super intéressant là, avec
des experts de la chèvre canadiens, mais même mondial dans le comité scientifique. Fait que j'essaie de m'impliquer dans le plus possible, là, malgré les jeunes enfants, la petite famille, là, de Ouais, ouais. garder des implications un peu dans quelques affaires tout le temps. Là. Ah, puis c'est ça, c'est plate, hein, des rencontres virtuelles. Quand tu as fini ta rencontre, tu es obligé d'aller faire le train. Ouais, ouais. Ouais, je te dis. Tu peux pas t'en C'est clair sauver, que là. c'est clair, ça donne plus de temps dans une journée, mais ça donne plus de temps pour travailler, tabarouette. Oui, oui, oui. Mais il y a ça de bon, tu sais. Puis, Ouais. quand on s'est parlé au téléphone ce matin, tu me parlais que tu recevais du monde avant la pandémie, il faut bien le mentionner, que tu recevais du monde à la ferme. Fait que t'es-tu un peu une ferme agro-touristique, que je pourrais dire, ou... Non, justement, on ne veut pas devenir une ferme agro-touristique. Les groupes que je reçois de temps en temps, c'est souvent des groupes d'écoles comme de l'ITA ou OK. des cégeps d'agriculture, des groupes de relève, des associations quelconques qui sont reliées à la chèvre ou aux animaux. Là. Fait que des fois aussi des curieux, là, mais j'essaie de, parce que le temps est précieux, là, j'essaie de ne pas dire oui à tout le monde, là, malheureusement, là, même si j'aime bien ça recevoir puis jaser de la chèvre avec tout le monde, là, mais des fois, il faut penser un peu à nous autres puis notre entreprise, notre temps sur l'entreprise. Là. Mais c'est ça, j'aime bien. Je fais ma part là, quand j'ai passé à l'ITA. C'est une des meilleures parties de l'école d'agriculture, c'est quand on allait visiter des fermes, là, tant qu'à moi. Là, c'est là que je voyais vraiment des nouvelles choses. Là. Fait que j'essaie de rendre ça en offrant des visites aux personnes, aux étudiants et tout. Là. OK. J'ai même fait dernièrement des visites virtuelles là, dans la dernière année là, pour être tendance COVID. Là, fait que, on s'est adapté. Oh, oui, ben c'est facile avec les téléphones aujourd'hui, là, faire une vidéo, quoi que ce soit, là, c'était assez simple, là. Exact. C'est vrai qu'on a du Wi-Fi quasiment partout. Oui, Oui, on a même dans la grange quasiment partout à cette heure. oui, oui, c'est ça. Nous autres, à Cabane à Sucre, on était rendus cette année avec la fibre optique. On ne l'a pas encore à la maison, mais on l'avait à Cabane à Sucre. Ah ouais, wow. Un addon, là, mais on était bien content de l'avoir parce que la réception cellulaire à Cabane à Sucre est assez ordinaire, merci. C'est good ça. Puis ensuite de ça, bon, il y a d'autres choses que tu voulais parler, Jean-Philippe? Une des raisons pourquoi justement j'avais envie de participer à un podcast comme ça, que je Oui. trouvais bien intéressant de jaser de notre production, là, mais c'est justement parce que, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, là, on est dans un moment là, cyclique là, où il y a un manque de lait sur le marché. Fait que, je me suis dit que ce serait peut-être une opportunité de promouvoir un peu le secteur. Là. Fait que, je voulais en profiter pour dire que s'il y a des jeunes qui se demandent un peu vers quelle production ils veulent aller en agriculture, sont intéressés par l'agriculture, mais souvent, c'est de la chèvre laitière, c'est pas quelque chose à quoi on pense rapidement de même. Là. Mais c'est ça, au Québec, il manque de lait, puis on a besoin de nouveaux producteurs. On aurait besoin de producteurs sérieux qui, pas juste parce qu'ils trouvent ça cute une chèvre, là, mais qui ont le goût d'avoir une business, là, gérer une entreprise qui pourrait être rentable, là, assez bien rentable là, même. Moi, je n'ai pas à me plaindre. On fait notre argent, puis c'est sûr que c'est une production. Moi, je trouve que c'est une production pleine de défis, mais vraiment pleine d'opportunités. Là. Comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai pas de fédération tant que ça d'impact pour faire des projets de mise en marché de mon fromage. C'est assez OK. simple. Tant qu'on respecte les normes du MAPAC, j'ai le droit de faire ça assez facilement. Il y a tout plein de débouchés différents là, qu'on peut faire avec le lait, mais aussi la viande. Fait que c'est pas facile parce que tout le monde, en tout cas tout le monde, beaucoup de personnes pensent que la chèvre, c'est juste cute, puis ça sera pas si dur que ça, là, mais je te dirais que c'est la plupart du monde qui vient travailler chez nous, ils sortent de là, puis ils disent je pensais pas que c'était physique de même. Là. C'est comme un troupeau de 1400 chevreuils. Là. À un moment donné, quand il faut les attraper, c'est pas si facile que ça. Fait que, mais c'est ça, tout est à faire dans la production de lait de chèvre. Tu sais, on est 40-45 producteurs au Québec. Ailleurs dans le monde, ils sont plus avancés que nous autres, mais je dirais que c'est à nous autres justement de pousser la machine puis de rejoindre le reste du monde. Fait que tout est à faire. C'est ce que j'aime le plus de la production, là, justement, c'est le défi. Là. Fait que
j'invite n'importe qui a de l'intérêt, soit à me contacter ou appeler chez les producteurs de lait de chèvre du Québec. Là, on a une association, puis on peut avoir plein d'informations à ce niveau-là. Là. Puis, quel pourcentage de lait de chèvre est produit au Québec au Canada? As-tu une idée de ça? Tu sais, comme Le dans le lait de Québec par vache, rapport. ouais, tu sais, comme dans le lait de vache, le Québec produit quasiment 50%, je pense, au Canada. Dans le lait de chèvre, ça peut représenter combien environ? Ah, c'est même pas 10%. Là. Ah, OK. Fait que ça Ben, produit pas mal ailleurs. vite de même, là, le Québec, c'est autour de 7 millions de litres. Et puis l'Ontario, ils doivent être rendus pas loin de 50-70 millions de litres. Puis là, il y a le reste du Canada qui en produit beaucoup moins, là, mais quand même quelques millions ailleurs ici. Là. Fait que c'est pas un gros pourcentage. Là. Au Québec, on est 40-45 là, qui livrent, puis en Ontario, ils sont 250, 280. Fait que OK. c'est vraiment les Ontariens qui sont les leaders là-dedans. Fait que quand Saputo vous disait qu'il achèterait son lait ailleurs, il aurait fait se fournir en Ontario. Bon, oui, c'était clair, là. C'était même pas sous-entendu. Là. À cette époque-là, il y avait des surplus de lait en Ontario. OK. Puis les grosses compagnies comme Saputo, mais tu sais, pas pour mettre le doigt sur Saputo, les autres grosses compagnies ils font à peu près toute la même affaire, mais tu sais, si ils peuvent l'avoir moins cher de l'autre bord, c'est pas plus compliqué. Ils ont les usines, ils ont juste à renvoyer le fromage au Québec. Ouais. Et fait que c'était ça la game. Puis avec la dernière crise, il y a combien de producteurs qui ont quitté la production? Ben là, c'est ça. Dans les dernières années, on a perdu quelques dizaines, en fait, là, depuis 5 ans. Là. Je pense qu'on était quasiment 80 là, dans la plus fort là, OK. de nombre de producteurs. Là. Puis on a livré jusqu'à 10-11 millions de litres de lait, là, v'là, mettons, 4-5 ans. Puis là, c'est ça. Vu qu'on a perdu des joueurs, et ça a diminué. Il faut dire aussi qu'il y a un autre marché là, présentement. Il y a du lait qui peut être livré. Le lait peut être exporté. Fait qu'il y a une partie du lait québécois qui va au Vermont. Puis ça, OK. je lève mon chapeau à ceux qui ont mis ça en place là, parce que c'est des producteurs québécois qui ont été cognés à la porte à une fromagerie au Vermont puis qui ont fait les démarches pour mettre ça en place. Puis tout. Fait que, ils ont réussi à se créer un marché eux-mêmes au Vermont. Puis de fil en aiguille, là, depuis quelques années, là, ils se livrent, je ne sais pas combien de millilitres, mais une bonne petite proportion là, du lait produit au Québec qui s'en va au Vermont. Puis c'est bon pour ces producteurs-là, même parce qu'avec le taux de change, ils reçoivent quand même un très bon prix. Là. Fait que c'est intéressant pour eux autres. Là. C'est sûr que c'est un peu le défi dans le lait de chèvre. Il faut que tu défonces, faut que tu ailles cogner aux portes pour pouvoir vendre ton produit. Là. Exactement, exactement. Fait que c'est un des défis. Ben oui. Ben, c'est un travail difficile, mais moi, je trouve que la chèvre, c'est un des avantages, c'est que c'est tellement des animaux, ben, tu sais, sont rapides, puis faut être en forme pour travailler avec eux autres, là, mais je veux dire, ça a un petit côté attachant, là, parce que c'est futé, quand ça te regarde, là, ça n'a pas l'air d'une grosse vache nounoune, là, tu vois que ça réfléchit, puis quand tu te promènes dans l'étable, là, les chèvres, c'est ratoureux, là, ça cherche tout le temps à faire des mauvais coups, fait que il faut surveiller nos affaires, là, mais ça cherche l'attention là, vraiment. Là. Fait que, moi, c'est le travail avec la chèvre, c'est un des points forts de la production, je trouve. Là. Puis quand tu parlais que vous manquez de lait, dans la chèvre, j'imagine que louer une ancienne étape puis la transformer pour la mettre en chèvre, c'est-tu quelque chose doit être assez simple, j'imagine? Ben oui, dans le fond, ça prend pas à part une salle de traite adaptée pour les chèvres, là. Mais sinon, le reste, là, ça prend une bâtisse, idéalement là, assez grande, ça prend beaucoup d'espace, là. Puis pas trop d'obstacles là, à l'intérieur pour faire des grands parcs, puis des allées d'alimentation. Puis c'est tout. Là. Après ça, le fumier, c'est accumulation de litière. Fait que tu t'arranges pour être capable de rentrer là-dedans en tracteur, nettoyer tous les 2-3 mois. Puis le reste, le tour est joué. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que la plupart, nous autres, depuis 2000, toutes les constructions ont été faites pour la chèvre. Là. La dernière vieille grange est tombée l'année passée, mais la plupart du monde vont se trouver un étable
pour commencer en tout cas, puis la modifier pour quelques dizaines de mille, puis ils vont rentrer avec des chèvres là-dedans. C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que ça se fait très bien, là. C'est pour ça que je disais, c'est des gars de vache là, qui chercheraient, mettons, une autre voie, là, quelque chose de différent que la vache et laitière, ben, la chèvre laitière, moi, je pense que ça mérite au moins de faire quelques calculs là, si quelqu'un a de l'intérêt, puis de chercher un peu plus d'infos parce que je pense que c'est une belle production. Yes. Puis toi, comment que ça s'est topé chez vous? Je pense que j'ai déjà visité ça. Moi, j'étais à l'école d'agriculture de Nicolette. Fait qu'il y en avait un producteur à Saint-Zéphirin. C'était pas vraiment pas gros ce qu'il y avait. Mais je pense qu'il y avait comme des parcs, peut-être d'une dizaine de chèvres par parc. Après ça, il les amenait sur son salon de traite qu'il a fait en 2 par 4 par plaqué 3 quarts. Ouais, C'est-tu arrangé de même un peu, toi? Ben, c'est sûr que là, au nombre de têtes que tu vas traire, on s'entend que c'est peut-être un petit peu plus sophistiqué que des 2 par 4 puis un plaqué 3 quarts, là. ouais, absolument. Ouais, ouais, on a passé cette étape-là, là. On a commencé de même, là, mais OK. euh, ouais, ben, nous autres, avec 800 chèvres laitières, là, on a des grands parcs de 120 chèvres. Fait que, on en met 120 d'un parc. Puis il y a 7 parcs qui sont pour les laitières, le reste pour les chevrettes. Et puis, le moins de bois possible, parce que la chèvre, tu sais, quand on dit ça mange tout, là, ça mange le bois, puis ça mange le plastique, puis ça passe à travers tout. Fait que le plus béton puis métal possible. On a des clôtures en métal, des murs de 6 pieds de béton. OK. Avec ça, on est sûr que ça passe pas à travers. Puis, c'est ça, c'est accumulation de laitière. Fait qu'on met de la paille à tous les jours pour que ça reste propre. Puis pour aller à la salle de traite, ben, c'est juste des jeux de panneaux là, dans le corridor. Là. Tous les corridors, le corridor central relie tous les parcs puis amène vers une salle d'attente. Fait qu'on envoie le groupe de 100 chèvres au complet dans la salle d'attente. La salle d'attente est juste à côté de la salle de traite où notre salle de traite, nous autres, c'est un double 30, sortie rapide. Fait que ceux qui connaissent un peu dans la vache, là, c'est un peu le même principe, mais 2 rangées là, Q à Q, disons, là, de chèvres, où il y en a 30 de chaque côté, puis on a 30 trayeuses de chaque côté, avec des retraits automatiques, puis des balances à lait là, qui calculent la quantité de lait qui est donnée à chaque traite. Les informations sont cumulées dans les ordinateurs. Puis, fait que comme ça, on peut faire une meilleure régie. Puis, quand les 30 chèvres sont terminées d'un côté, on peut lever ça, les 30 ils vont sortir d'un coup. On rebaisse ça, puis les 30 prochaines rentrent. Fait qu'avec avec cet équipement-là, on est capable de traire là, au-dessus de 400 chèvres à l'heure. À un ou Tabarouette. deux trailleurs, ça dépend des périodes, là, mais la plupart du temps, on est tout seul dans le pit. Là. On est plus bas que les chefs, les chefs sont à notre hauteur. Puis on s'occupe de traire des chèvres, puis on peut traire 800 chèvres en 2 heures. Puis après la traite, c'est-tu un bain de crayon à l'iode comme, ou peut-être d'autres produits, là? Il me semble que nous autres, dans le temps, c'était de l'iode qu'on utilisait. Après, quand la treilleuse n'est plus là. C'est-tu pareil dans la chèvre laitière aussi? Non, pas tout à fait. Là. Je te dirais que la grande majorité des producteurs, là, même dans le monde, là, ça fonctionne un peu comme nous, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que la chèvre est au sec puis est propre dans son parc, quand elle arrive à la salle de traite, il y a rien qui se passe avant, rien après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lavage du pied, là, parce que la chèvre, normalement, elle ne se salit pas. Là, elle se tient propre, puis le pied est toujours propre. Ah, ouais. Le trayon est toujours propre. Fait que, elle arrive, on branche la treilleuse. Quand il n'y a plus de lait, le retrait automatique, il y a des branches. Puis quand les 30 sont finis, elle s'en va. Nous autres, on ne fait rien avant, rien après. Fait que ça simplifie énormément la traite, là. C'est pour ça qu'on réussit à traire 400 chèvres à l'heure, là. S'il fallait laver puis mettre des bains de trayon après à chaque chèvre, ça doublerait le temps de traite là, carrément. Là. Fait que non, c'est un des avantages, là, c'est que c'est propre les chèvres. Puis on n'est pas à Ah, jouer ouais. dans la bouse de vache tout le temps. Là. On peut travailler en sandales, puis on ne se salira pas. Là. Le salon de traite, là, c'est-tu la même marque que les salons de traite de vaches laitières? Un Westphalia, par exemple? Ou, Non, ben, en fait, on a des treilleuses Westphalia là, ben, GA à cette heure. Là. Oui, oui, oui. On a des treilleuses qui sont cette marque-là. Puis le reste d'équipement, le kit de traite en tant que tel, là, on l'a importé de France. Fait que c'est une compagnie qui est spécialisée dans la confection de kits de traite pour les chèvres en France. Fait que
Quand on l'a commandé en 2010, on l'a commandé par téléphone, il est arrivé dans un container, puis on a monté ça comme un ensemble de Lego, nous autres mêmes. Il fallait s'arranger avec les Ouais, plans. ouais. Puis après ça, ben, tous les équipements, là, la tuyauterie, puis tout ça, là, ben, là, c'est une compagnie ontarienne qui se spécialise plus aussi dans la chèvre, qui nous a installé ça. Les treilleuses, c'est GA, on a un dealer local. Puis, en tout cas, tout ça mis ensemble, là, ça fonctionne très bien. OK. Ah, ben, colique, c'est pas pire. Ça a bien de Ouais. l'allure. L'idée, c'est d'être efficace. Ben, t'as pas le choix, là, à 800 chèvres, là, puis là, vous avez, il y a toi, tes parents, ta conjointe, vous n'avez pas d'autres employés à part de ça? Ouais, habituellement, on a un employé à temps plein, là. Je te dirais que OK. depuis un petit bout, là, c'est plus dur de trouver des employés à temps plein. Mais ça se gère bien là, à deux, trois. C'est juste que l'employé nous assure des fins de semaine là, plutôt que de travailler tout le temps. Là. Fait que, tu sais, dans le meilleur des mondes, là, on a habituellement une fin de semaine sur deux de congé. Puis dans quand même des semaines là, pas surchargées. Là, je me considère quand même chanceux. Là. On n'est pas débordé par l'ouvrage. Là. On est à jour, puis ça fonctionne bien avec l'équipe qu'on a. Là. OK. Puis quand tu disais plus au début de podcast, je te dirais que quand tu disais que tes chefs vont en coucher, surtout dans le temps des sucres, par exemple, est-ce que c'est quoi? C'est-tu la moitié de la production qui tombe gestante ou Ouais, ouais, tu es en plein dedans. Ah oui, tant que ça, tabarouette. La fonction, la façon qu'on fonctionne, nous autres, c'est qu'on a deux périodes de mise bas. On a la moitié au mois de mars, puis la moitié au mois de septembre. De cette façon-là, on a une production là, pas égale à l'année, mais on produit du lait à l'année. Puis c'est ça que les usines nous veulent, là, dans le fond. Là. Fait qu'on on a une petite baisse de production là, en été, puis en plein milieu de l'hiver, au tarissement d'une partie des chèvres. Mais après ça, en mars, là, c'est le baby boom. Là. On a 400 mises bas en un mois. Puis même chose en septembre. Fait que là, on repogne un pic à ce moment-là. Donc, dans le fond, tu n'as pas de châssis après les bâtiments, tes jeux de lumière. Ouais, exactement comme dans le mouton, là, on fait de la photopériode. Fait que, on leur fait à croire que c'est l'automne parce que c'est un peu comme le chevreuil, dans le fond. Là. Ça couple à l'automne, ça met beau au printemps en temps normal. Fait qu'on a OK. la moitié du troupeau là, qui est en saison normale, disons, puis l'autre moitié qui est désaisonnalisée, c'est-à-dire qu'on joue avec les lumières pour leur faire croire que c'est l'inverse, puis on les accouple au printemps pour qu'ils mettent bas à l'automne. Ça permet de produire le plus de lait possible à l'automne. Puis on a une prime aussi l'automne, étant donné que c'est plus difficile de produire du lait à l'automne. Les acheteurs nous donnent une prime pendant 4-5 mois. Là. Fait que on essaye de pousser la production à l'automne. OK, ben c'est bien sûr. Tabarouette, t'as pas ben le choix, là. Ouais, ouais, ben c'est ça. C'est plus avec la prime, c'est plus payant à l'automne. C'est plus compliqué. Fait que il faut mettre les efforts, mais quand on le fait comme il faut, là, ça fonctionne très bien. Puis ça a combien de petits à chaque portée? La moyenne, c'est deux. Fait que OK. ça peut aller de un, là, souvent une chevrette, quand c'est la première fois, il n'y en a rien qu'un. Puis une vieille chèvre là, peut en avoir trois, quatre, on a déjà vu cinq. Mais on essaye on essaye, on peut rien faire pour ça, mais l'idéal, c'est que ça reste à deux, trois, là, trois, quatre, là, c'est dur sur la chèvre. Là. Ça demande beaucoup d'énergie, puis souvent, elle ne fera pas une belle lactation. Fait que ce qu'on vise et ce qu'on aimerait tout le temps, c'est deux, disons. OK. Puis c'est-tu de l'insémination artificielle ou t'envoies un bouc dans le parc, puis lui, il a du fun? Ouais, on fait un petit peu d'insémination artificielle sur nos meilleures mères pour avoir, mettons, élevé des fils de ces meilleures mères-là, puis renouveler la génétique avec la semence qu'on importe d'Europe. OK. Ah, d'Europe Euh, en plus, OK. ouais, parce qu'il y a un centre de récolte de boucs en Ontario. Mais bon, c'est un peu la même génétique que j'ai déjà ici, là, nécessairement. Là. Fait que j'utilise plus les semences d'Europe. Puis, mais la grande majorité du troupeau, c'est vraiment là, naturel. Là. C'est-à-dire que quand c'est le bon moment, là, d'ailleurs, ça fait une semaine et demie là, que j'ai mis les boucles là, ce printemps pour avoir mes mises bas d'automne. Ben, ce que je vais faire, c'est que dans un parc de 120 chèvres, je vais lâcher trois quatre boucles. Puis eux autres vont rester là pendant un mois et demi. Puis ils vont s'assurer que le travail est fait comme il faut.
Est-ce qu'il y a des batailles entre les boucs, comme dans la Ouais, nature? ben, oui, mais ben, tu sais, ils vont tout le temps swatcher puis essayer de garder leur femelle proche d'eux. Mais tu sais, ils passent le reste de l'année en gang aussi, les gars, les boucs. OK. Fait qu'ils se connaissent déjà, puis ils savent, ben, lui, c'est le plus fort. Fait que le plus jeune, il n'ira pas écœurer le plus fort, ben. Fait qu'ils se gardent des distances tout le temps, puis ils s'occupent de leur affaire. Mais c'est certain que s'il a la chance de passer en arrière, puis de s'occuper de l'autre fille, il va le faire, là. C'est tout le temps en train d'essayer d'en avoir le plus possible pour eux autres, là. Fait que ça se bat, mais pas si fort que ça, là. Ah, OK, OK. C'est pas comme dans la nature, là. C'est sûr qu'à Non, non, ça à ira pas à 120 mort, là. chèvres là, dans le parc, là, il peut en laisser aux autres un peu, là. Ouais, ben c'est ça. D'habitude, le gros, il s'en regarde une coupe, là, puis il en reste toujours une coupe pour les plus petits à l'autre bout du parc, là. Bon, ben, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Puis, hey, un gros merci, Jean-Philippe, pour la production de chèvres laitières. Je connaissais pas ça, mais pas du tout. J'avais déjà visité ça une fois, mais ça s'arrête là. Puis c'est bien ça, des Chevrolets et non des Chevrolets. Ça, je connais ça. Exact. Donc, ben, un gros merci encore une fois. Puis je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye.